C'est tout bon. Voilà. Alors voilà, bon, moi je suis Guillaume Perrochot. Alors mon métier c'est un nom, c'est enseignant-chercheur, ça s'appelle comme ça. Enseignant parce qu'en fait je forme des gens. En particulier moi je forme des jeunes entre 20 et 24 ans, quoi, en gros. C'est des gens en particulier, c'est des gens qui sont dans une école d'ingénieurs, l'Institut supérieur d'électronique et du numérique. Et donc ces jeunes, je vais les former à des matières qui ne sont pas les matières directement de l'ingénieur, c'est-à-dire je ne vais pas leur apprendre à faire des programmes informatiques ou à faire de la technologie. Moi, je vais leur apprendre plutôt à faire de la créativité, à gérer des projets, à créer des entreprises, etc. Donc ça, c'est ce que je fais en tant qu'enseignant. Après, en tant que chercheur, donc dans ce cas-là, chercheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de faire des expérimentations et de comprendre le monde. Moi, je fais des expérimentations ou des observations, pas sur la matière ou l'eau ou je ne sais quoi, ou sur l'électronique, mais je fais des expérimentations et des observations sur les êtres humains. Et donc, depuis le début, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment les êtres humains, ensemble, ils innovent. Donc, ma recherche porte sur les processus d'innovation. Comment, à plusieurs, on peut partir d'un point A pour aller à un point B et créer quelque chose ensemble de nouveau qui n'existait pas avant. Et c'est là-dessus que je fais de la recherche. C'est là-dessus que j'ai fait une thèse. Et voilà. Il y a une première grande étape, c'est l'étape jeune homme, je fais des études, je fais une école, une grande école. Ensuite, je commence à travailler à Paris. Et, voilà, je suis un peu pris dans le système classique, on va dire, où on se débrouille finalement pour les gens qui sont assez bons à l'école, qui ont une bonne faculté d'apprentissage. Et bien finalement, le système scolaire les sélectionne un peu et les prépare à devenir des bons rouages pour l'industrie et pour les grandes entreprises. Voilà. Et donc je me retrouve là-dedans avec un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis pas en phase. Je l'ai ressenti dès la première minute où j'ai franchi, où je me suis assis dans l'amphithéâtre de l'école que j'ai faite, qui est l'EDEC. Et tout de suite, je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qu'on me dit. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait, enfin je ne comprenais pas, je comprenais, mais il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste quand on m'expliquait que les comportements des êtres humains, ils pouvaient être modélisés avec une équation, que l'économie c'était tout un tas de gens qui essayaient de maximiser leurs profits, tout ça, ça me paraissait complètement faux en fait. J'ai joué le jeu parce que, je sais pas, j'avais besoin de rembourser mon emprunt étudiant, parce que j'étais un peu excité par ce monde, j'ai joué le jeu tout un moment, jusqu'à ce que j'en ai marre. En fait. Et ça, j'en ai eu marre donc, en 2001. Et je suis arrivé dans le sud de la France. C'est la deuxième phase de ma vie. La deuxième phase de ma vie, là j'ai changé, je me suis marié, j'ai fait des enfants, et puis j'ai monté une petite entreprise qui faisait du conseil en innovation, où j'aidais les entrepreneurs, les laboratoires, tout un tas de gens comme ça, à se mettre ensemble et à innover ensemble. Et c'est là le lien avec ma thèse ensuite, en fait. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est que tout ça a mené, j'ai fini par faire une thèse là-dessus. Je me suis réinscrit à l'université, j'ai fait une thèse sur les processus d'innovation. Et donc la troisième partie, c'est quand j'ai commencé à devenir enseignant-chercheur dans ce domaine et à rencontrer plein d'entrepreneurs et de gens qui avaient des projets dans tous les domaines. Et j'ai toujours aimé, et moi justement, je pense que l'innovation, c'est le croisement, c'est l'hybridation et c'est de mélanger des gens qui viennent de mondes différents. Et c'est comme ça que ça naît. Donc ça, c'est la troisième partie où depuis... je dirais 7 ans maintenant, donc parce que à peu près 2011, 2010, donc ça fait même 9 ans, je m'emploie à créer des lieux et des situations où les gens se mélangent et ils innovent ensemble. Donc j'étais à l'origine du Fab Lab qui est à Toulon, moi je suis à Toulon la plupart du temps, également de la cantine, donc un lieu de travail collectif. Et puis j'ai créé un labo qui s'appelle Ici Lab. J'ai créé donc un labo à Toulon qui s'appelle Ici Lab. Bon, c'est un petit labo. Il y a 3 enseignants-chercheurs, mais on explore
on explore tout un tas de dispositifs dans lesquels on mélange jusqu'aux utilisateurs, en fait, les utilisateurs, les ingénieurs, les designers ensemble pour imaginer des solutions pour résoudre des problèmes, quoi. Et imaginer et les faire. Parce que comme on a un Fab Lab, après on fait des prototypes. Donc on va assez loin après, on va les tester sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de laboratoire qui a comme objectif et idée d'aller de parcourir tout le processus d'innovation jusqu'à l'entrepreneuriat. À la fin, il y a des gens des fois qui se disent tiens, on va aller créer une entreprise avec ça, etc. Et dans ce cas-là, il y a une structure d'incubation dont nous on ne s'occupe pas, mais qui est dans le même bâtiment que nous à Toulon, qui peut amener certains de nos étudiants, et certains de nos étudiants après qui créent une entreprise pour essayer de faire vivre ce truc-là. Et puis voilà. Et donc ça c'est trois morceaux de ma vie. Sachant que je pense que je suis dans un quatrième maintenant qui commence, puisqu'en fait je vais sans doute aller vers encore d'autres choses. Je pense que j'ai envie de me lancer dans de nouvelles aventures et orienter tout ça plus vers les adultes, les entrepreneurs adultes, pas forcément les étudiants. Mais donc ça, on verra la suite au prochain chapitre. Actuellement, vraiment, ce qui me fait bouger, c'est l'idée de paix et de liberté. Ça paraît bizarre, hein, mais on en parlait plusieurs fois. J'en parle avec les entrepreneurs avec qui je travaille, j'en parle avec les gens autour de moi. Et je me rends compte que souvent, beaucoup de gens se sentent entraînés dans des projets qui en fait créent de la tension en eux et autour d'eux. Du coup, c'est moins fluide, c'est plus compliqué pour eux, le projet est plus difficile à mettre en œuvre, etc. Et plus ça va, plus je m'intéresse vraiment, non même pas à la méthode d'entreprendre, mais vraiment à l'état d'esprit, d'où ça vient. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est d'essayer d'être connecté, moi, mais d'aider les autres à se connecter avec ce qui compte vraiment pour eux, avec les racines de leur élan. Et parce que je sais que c'est une manière d'être en paix, en fait. Ça rend les choses plus paisibles en soi et autour de soi. Donc, et je pense que pour un entrepreneur, c'est hyper important, par exemple, d'être bien connecté à les raisons pour lesquelles on est en train de bouger. Parce que si on sait s'en rappeler, si on le sait, c'est plus facile. Ça a plus de sens. C'est quoi justement être entrepreneur aujourd'hui ? Mais entrepreneur, l'idée c'est de faire partie des gens qui agissent pour rendre possible leurs rêves, leurs envies, leurs élans. Donc ils ne se contentent pas de l'avoir en rêve, ils ont envie de faire des choses pour le rendre tangible, pour le créer. Donc ils entreprennent. Et après, j'aime bien l'étymologie. Entreprendre, c'est prendre ensemble. C'est prendre ensemble. Et donc la question de préhension, de prendre, c'est la même racine que tangible d'ailleurs. Tangible, c'est ce qui peut se toucher. Donc, et c'est souvent en design, on dit rendre tangible les choses. Mais en fait, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de convergence entre le fait d'être un designer, un ingénieur ou un entrepreneur. C'est que c'est des gens qui mettre dans le réel des choses. Alors il y a de la méthode pour ça, il y a de l'envie, mais voilà, c'est ça. Donc entreprendre, et ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Donc à plusieurs, on rend les choses réelles dans le monde. Parce que pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs dans différents domaines, y compris dans des domaines du genre l'algorithmie ou la... Je connais quelqu'un qui est un entrepreneur qui fabrique des systèmes de radar. Et en discutant avec lui, je me rends compte qu'il est vraiment aligné avec sa passion, qui est de fabriquer des dispositifs. C'est quelqu'un, je pense, qui, enfant, démontait et remontait les réveils chez lui, quoi. C'est sa passion, c'est son truc. Donc il adore fabriquer, comprendre comment ça marche, améliorer les systèmes. Ça l'excite vraiment, quoi. Donc lui, personnellement, il est là-dedans. Et donc il est bien aligné, et je pense qu'un bon entrepreneur culturel, il doit être aussi aligné. Si son kiff, c'est de se faire rencontrer des gens, ou si son kiff, c'est d'écrire des pièces de théâtre, quand il le fait, il est dans la même énergie, comme ça, d'excitation, de connexion à ce qu'il a à faire. Donc là-dessus, ça se ressemble. La différence, je pense, c'est la destination, c'est à quoi ça s'adresse. C'est-à-dire que les entrepreneurs classiques, ils sont plutôt quand même orientés à mettre dans le monde des produits et des services. Donc
qui vont fabriquer des produits et des services, qui peuvent avoir une dimension, plein d'autres dimensions, hein, des dimensions belles, des dimensions questionnantes, etc. L'entrepreneur culturel, lui, il met dans le monde des choses qui ont principalement pour objectif d'amener du questionnement, de l'interrogation, du changement humain, de la beauté, de la rencontre. Il va plutôt fabriquer des choses qui vont aller impacter les êtres dans ce qu'ils ont de plus profond, de plus immatériel, quoi. Et ça peut être accompagné de produits et de services au pire. Donc en même temps, on voit bien que les deux se croisent. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on voit la puissance qu'ont pris les industries culturelles. On parle d'industrie culturelle qui mélange vraiment les deux. Quand on voit même de l'informatique aux jeux vidéo, en passant par les séries, le film, la musique, ce sont des industries qui font les deux, qui produisent à la fois des produits et des services, mais aussi des expériences, des émotions. Oui, en fait, c'est ça peut-être. Tout à l'heure, le mot m'est pas venu, mais les industries culturelles, la différence, c'est que avant tout, elles mettent dans le monde et elles produisent des émotions, alors que les autres, elles produisent avant tout des objets et des services. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de UX design, expérience utilisateur, on voit bien que les deux, même aujourd'hui, les gens qui fabriquent des produits et des services, ils essayent d'amener des émotions parce qu'ils ont compris que ils auraient plus d'impact, c'est que ça allait plus plaire aux gens, quoi. Voilà. La première étape, c'est observer. Observer, observer. C'est-à-dire que faut faire du silence un petit peu quand on veut entreprendre. Dans le sens, il ne faut pas se jeter sur la première idée qu'on avait, mais prendre du temps pour regarder ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe déjà, comment sont les gens. Et je pense que c'est important d'observer et de se laisser inspirer comme ça un petit peu. D'être un peu caméléon aussi, etc. De comprendre l'air du temps, de comprendre ce qui se passe, mais de manière sensible. Hein. Et y compris s'observer soi, et ça serait la deuxième chose. C'est-à-dire après, aller au fond de soi et regarder comment c'est en nous, qu'est-ce qui est vivant en nous, depuis toujours, qu'est-ce que c'est l'élan qui est en nous, qu'est-ce qui est présent, etc. Donc c'est un retour à soi. Il y a un scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Otto Scharmer, un scientifique en sciences sociales, mais qui travaille au MIT. Donc c'est la plus grande école d'ingénieurs du monde, on va dire, hein, Massachusetts Institute of Technology. Mais il a observé depuis plusieurs années des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs dans les milieux culturels, dans les milieux sociaux, des syndicalistes, des gens qui sont dans les mouvements civiques, et aussi des gens dans les entreprises, etc., pour voir qu'est-ce qui faisait leur différence. Et en fait, qu'est-ce qu'ils avaient comme méthode, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et une des choses qui a sauté aux yeux dans ces observations, c'est qu'en réalité, ce qui fait leur différence, c'est les conditions intérieures. C'est que tous ces gens-là ont des conditions intérieures particulières, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, d'être capable de faire des synthèses, voilà, et même de calme ou de présence. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est de travailler à être vraiment présent à soi-même. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'amener. Donc c'est presque l'opposé de l'observation. Mais il faut être centré, parce que sinon on va faire ce que tout le monde veut. Donc il faut avoir les deux, observation et présence. Ça, c'est les deux points. Troisième point, c'est que il faut passer à l'acte rapidement, avec des petites choses. Il ne faut pas essayer de monter un très grand projet sans avoir fait un prototype, en fait. Et on peut faire des prototypes dans le culturel. On peut faire, si je veux monter une grande pièce de théâtre, rien ne m'empêche de faire un petit morceau, une scénette, avec 2 ou 3 amis comédiens, dans un cadre qui n'a rien à voir, juste pour se faire la main, juste pour sentir comment c'est, discuter avec les gens qui l'auront vu, et ça va nous permettre d'avancer plus vite et plus loin également dans l'écriture éventuellement. Donc on fait du prototypage dans plein d'autres domaines, dans le design on fait du prototypage, dans l'ingénierie on fait du prototypage, et dans la culture ou dans le social on peut faire également du prototypage. Il vaut mieux faire des petites choses vite. J'ai une phrase souvent que j'aime bien, je dis c'est faire petit, aller vite et voir loin. Voilà. Donc ça permet de faire des petits pas
Et puis finalement, ça fait boule de neige, les gens savent qu'on est en train de faire ça, on va agglomérer d'autres énergies, et puis finalement on va faire des grandes choses. Donc ça, c'était prototypé. Et puis la dernière, c'est de cristalliser. C'est-à-dire qu'après, il faut vraiment créer des conditions pour que le projet se stabilise. Il faut créer des éléments un peu plus durs dans le projet. Donc ça veut dire avoir des engagements, avoir un modèle d'affaires. Ça, c'est je pense que d'autres intervenants en parleront beaucoup, mais il n'y a pas de raison que les entrepreneurs culturels passent à côté des meilleures pratiques de l'entrepreneuriat. Donc gérer un projet, avoir un modèle d'affaires, c'est-à-dire un modèle qui rende le truc durable, qu'on puisse en vivre et que ça dure dans le temps. Tout ça, c'est important, hein. Donc il n'y a pas de raison qu'ils passent à côté de ça. C'est des outils qui marchent, donc autant les utiliser. Et ça va permettre de cristalliser le projet, vraiment de lui donner des bases solides, etc. Voilà, donc c'est à peu près les 4 choses auxquelles je pensais. Observer, s'inspirer, regarder ce qu'il y a autour, être centré, et voilà. Prototyper et aller vite, et cristalliser. Oui, complètement. Là, ce que j'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure. Il faut aller voir la théorie U de Otto Scharmer. La théorie U de Otto Scharmer, le sous-titre de la théorie U en anglais, c'est Leading from the Emerging Future. Donc c'est comment est-ce qu'on peut décider et piloter depuis le futur émergent, depuis le futur qui a envie d'émerger. Parce que l'idée, c'est que la plupart du temps, on agit, on entreprend, on fait des projets en s'appuyant sur le passé, sur nos expériences du passé, sur ce qui a déjà été fait. Et on voit bien que collectivement, les êtres humains, en faisant ça, ils ont surtout réussi à produire des résultats, collectivement, hein, dont individuellement on ne veut pas. C'est-à-dire que collectivement, on sait mettre du glyphosate partout dans les champs, et individuellement, personne n'en veut. Collectivement, on fabrique des tonnes de déchets partout, de la violence, de la pollution, et individuellement, personne ne veut de ça. Donc il y a un problème de leadership, comme on dit, hein, il y a un problème de gouvernance. Et donc en fait, il faudrait plutôt réussir à gouverner ou à piloter les choses depuis le futur qui a envie d'émerger. Emerging Future. Et donc c'est ça la théorie U dont je parle et sur laquelle j'appuie mes interventions dans ce dispositif ou ailleurs, qui est plutôt une théorie, enfin c'est pas une théorie, hein, c'est plus c'est une technologie sociale en fait. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils qui permettent de faire émerger le futur, mais un futur désirable. Voilà. Et c'est basé sur un peu d'introspection et du prototypage rapide, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc théorie U, Otto Scharmer. Oui, j'ai une phrase magique qui me suit partout, que je me répète tous les jours. J'ai un t-shirt avec écrit la phrase magique dessus. C'est écrit « Ralentis, respire, souris ». Voilà, c'est important d'être bien présent, d'être bien collé dans l'instant présent. Parce que souvent on est emballé, on s'excite, on est en partie dans les choses et finalement on peut passer des heures à faire quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance ou on se met en colère sur quelque chose qu'on a entendu. Et finalement on quitte la voie là. Quand on fait ça, on déraille un peu et j'en parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Et c'est une phrase qui vient d'un sage vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui a 94 ans et voilà, c'est ça, ralentis. Une respiration, respire et souris. Et on peut faire ça plusieurs fois dans la journée, silencieusement, dès qu'on se sent un petit peu excité. Et on revient dans ce qu'on a à faire. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci à toi.